Chers économistes, mesdames et messieurs, bienvenue à cette activité de l'Association des économistes québécois portant sur la nouvelle politique énergétique du Québec. Je suis Valérie Poulin, présidente de la section montréalaise de l'Association des économistes québécois. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet crucial et d'une brûlante actualité pour l'économie du Québec, soit la nouvelle politique énergétique. Bien sûr, les ressources naturelles sont un pilier important de l'économie, et si la province demeure un important producteur d'électricité, il demeure toutefois un importateur net d'énergie. Eh bien, les questions reliées à l'exploitation des hydrocarbures et du gaz de schiste demeurent encore sans réponse claire, et il faudra y répondre un jour. Notre prospérité économique repose après tout de plus en plus sur une vision intégrée comprenant le développement économique, le développement durable et le développement environnemental. Et pour ça, l'élaboration de la nouvelle politique énergétique devra plus que jamais tenir compte de notre performance énergétique, en plus de la compétitivité des entreprises de la province, toujours dans une perspective de développement durable. D'ailleurs, cette conférence survient à un moment très opportun. Le gouvernement du Québec tiendra très prochainement des consultations pour l'élaboration de la nouvelle politique énergétique, et ce, exactement au moment où la baisse assez brusque des prix du pétrole vient changer la donne. Je suis convaincue que la conférence de ce midi saura nous instruire sur les enjeux et orientations pour une nouvelle politique efficace qui contribue au développement économique et durable du Québec. Et sur ce, je laisse la parole à M. Pinault. Bonjour, merci de l'invitation de l'Association des économistes du Québec. Merci à vous de vous être déplacés. Ça me fait toujours plaisir de parler d'énergie. Alors, 2015 s'annonce être une année assez intéressante parce qu'il va y avoir des développements au moins au niveau de la politique. Alors, ce que je me proposais de vous faire comme présentation, c'était de parler de revenir un petit peu en arrière, de regarder, c'est-à-dire pour mieux regarder devant, de faire un retour en arrière. On a tendance à oublier les démarches qui ont été faites, mais je me suis dit, réouvrons la stratégie énergétique 2006-2015. On ne va pas la réouvrir au complet parce qu'il y a plusieurs détails, mais regardons un petit peu la démarche parce que nous sommes dans cette démarche-là et voyons s'il y a des enseignements où, à la lumière de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de très différent. Donc on va parler de cette stratégie énergétique 2006-2015, on va en parler de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, qui est un exercice assez exhaustif. J'imagine que tout le monde ici a lu le rapport de 312 pages et a bien digéré les 57 recommandations principales du rapport. Mais non, quand j'en discuterai, je pense qu'une partie du problème de cette commission-là, c'était d'avoir fait plus de 200 recommandations détaillées et d'avoir noyé finalement quiconque ou assommé quiconque voulait vraiment lire ce rapport. Ce qui nous amène à, étant donné que ce rapport a un petit peu malheureusement échoué dans sa tâche, ce qui nous ramène à la nécessité d'une nouvelle consultation, un nouvel effort. Tout le monde est un petit peu lassé de ces efforts de consultation, mais il y en a un nouveau. Aujourd'hui même, en fait, on a connu la liste des 8 experts en efficacité énergétique qui vont entretenir ceux qui ont été invités vendredi prochain, le 13 février, à HEC. Ça n'a aucun lien avec moi, mais la première consultation, la première table d'experts, de ces 8 experts, aura lieu à HEC le 13 février prochain. Et donc il y a des gens qui ont été invités, puis après le public entre 18 et 21 heures peut s'inscrire pour faire des commentaires. Donc on arrive là et on va, comme j'ai été invité, je me suis dit, je vais vous partager ma vision. Qu'est-ce que moi, si on me demandait qu'est-ce que je voudrais comme politique énergétique, je vais vous donner ma vision. Puisque moi j'aimerais, puisque moi ce que je pense qui va arriver. Et malheureusement pour moi, ça ne converge pas parfaitement, mais j'accepte que ma vision soit parfois différente. Donc ça c'est la couverture du document 2006-2015, la stratégie énergétique 2006-2015 qui devait nous faire briller parmi les meilleurs. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais on en voit que c'était clairement orienté vers l'éolien. Alors oui, maintenant, on a beaucoup plus d'éolien, on a même plus de barrages, donc
à ce niveau-là, c'est réussi. Quel processus est-ce qu'il y avait eu pour arriver à cette politique énergétique? Il y a quand même eu un processus assez long. Donc, il faut se rappeler en 2004, il y a eu un premier document qui est sorti en novembre 2004 qui faisait un peu un état des lieux de la situation énergétique québécoise, le secteur d'énergie au Québec, contexte, enjeux et questionnements. Après, il y a eu une consultation de 6 experts qui sont tous encore en vie et qui auraient pu être réappelés à l'ouvrage et qui ont fait des recommandations qui, la plupart, n'ont pas été suivies, mais le gouvernement les a écoutées à Québec. Et ces experts ont pu faire des recommandations spécifiques. Après, il y a une commission parlementaire qui était l'exercice de consultation plus générale, où là, il y a eu 169 mémoires de déposés puis après des gens qui sont venus en commission parlementaire présenter au gouvernement leur vision. Donc c'est suite à cette consultation d'experts et des consultations dans le cadre d'une commission parlementaire et d'une consultation en ligne où là, des commentaires ont été recueillis, que la stratégie a été dévoilée au début 2006. Donc ça s'est quand même étalé sur plus d'1 an entre le début des consultations et ça. Et donc là, l'exercice actuel du gouvernement, là, si on oublie la commission sur les enjeux énergétiques du Québec, là, est beaucoup plus courte parce que on parle, ça a été annoncé en novembre, mais depuis novembre, il y a eu des fascicules qui ont été produits, mais on va avoir la première consultation en efficacité énergétique le vendredi prochain. Après, il y aura une consultation sur les énergies renouvelables, une consultation sur une table d'experts sur les hydrocarbures. Et par la suite, le gouvernement, informé, on l'espère, de ces différentes tables d'experts et consultations, va rédiger quelque chose. Quand on lit le site web du gouvernement, on peut voir sur la politique énergétique, vous pouvez aller à www.politiqueénergétique.qc.ca et vous allez, il y a la vision qui est donnée. En fait, si vous avez la vision que le gouvernement a, ben, ça nous donne les grandes lignes de la politique énergétique qui, puis là je vais vous dévoiler ma pensée profonde, va ressembler quant à moi énormément à ça. Donc va ressembler à ça, mais avec évidemment certains bémols, parce qu'on ne pourra pas mettre autant d'éoliennes dans les 10 prochaines années qu'on en met encore maintenant, mais on va continuer à en mettre, on va continuer à faire du développement, et on va aller dans les mêmes axes. Il y avait 6 objectifs dans la politique précédente. Renforcer la sécurité des approvisionnements en énergie. Ça, c'est toujours un bon prétexte de parler de sécurité énergétique, parce que dès qu'on parle de sécurité, tout le monde dit « Ah oui, oui, personne n'est contre la sécurité, il faut être sécuritaire », donc ça permet de justifier, de rajouter des équipements, de rajouter des infrastructures, d'investir. En bout de ligne, est-ce que la sécurité énergétique du Québec a déjà été menacée? Globalement, non. Là, on est dans une terre d'abondance d'hydroélectricité, d'abondance de biomasse, d'abondance de sources d'approvisionnement en hydrocarbures. Évidemment, il peut y avoir des enjeux ponctuels, par exemple en gaz naturel, avec les transformations de l'énergie Est et la transformation du pipeline principal en éventuel oléoduc. Il peut y avoir des préoccupations sur certains enjeux d'approvisionnement à certaines périodes de l'année. Mais globalement, c'était un objectif qu'on retrouve dans toutes les politiques énergétiques, mais qui, à mon sens, est globalement surfait. On n'a pas de problème de sécurité énergétique d'une manière générale, et particulièrement au Québec. Utiliser davantage l'énergie comme levier de développement économique, ça c'est ce qu'on a toujours fait au Québec. On a attiré des alumineries, des papetières, on a eu des tarifs qui sont très attrayants. Donc ça encore, on va le revoir. Le gouvernement l'a même annoncé déjà dans sa vision de nouvelle politique. On va encore utiliser l'énergie comme levier de développement économique. Donc c'est un objectif qu'on va retrouver. Puis le premier objectif, c'est évident que la sécurité énergétique, ça va être mentionné quelque part. Là, on veut toujours de la sécurité énergétique, alors ça sera quelque part. Accorder une plus grande place aux communautés locales et régionales, aux nations autochtones dans le développement énergétique. Mais il y a des efforts qui ont été faits essentiellement en éolien. Il y a le bloc communautaire qui s'est fait très tardivement. Là, ce n'est que très tardivement qu'il y a eu ce bloc communautaire. Est-ce qu'il y a une plus grande part, est-ce que cet objectif a été atteint d'une manière visible pour la population? Non, parce que rien n'a changé vraiment dans le paysage énergétique global des 10 dernières années, mais peut-être localement, il y a sans doute eu certains développements intéressants. Consommer plus efficacement l'énergie. Alors, évidemment, on fait des progrès en efficacité énergétique.
mais on consomme plus d'énergie. Au niveau résidentiel, je ne montrerai pas les détails aujourd'hui, mais en électricité, depuis 20 ans, là, la consommation moyenne augmente par compteur. Et non seulement la consommation moyenne augmente par compteur résidentiel, mais il y a de plus en plus de compteurs par habitant au Québec. Donc on rajoute des comptes résidentiels au Québec et chaque compte, en proportion, c'est-à-dire on en rajoute, mais par 1000 habitants, il y a de plus en plus de comptes d'hydro et pour chaque compte d'hydro, il y a la consommation croît. C'est en partie expliqué par le fait que on a des maisons de plus en plus grandes. Oui, l'efficacité énergétique fait en sorte que par mètre carré, on utilise moins d'énergie, mais c'est largement compensé par le fait qu'on a des maisons plus grandes. Donc en termes d'efficacité énergétique, est-ce qu'on a fait des gains? Les gens qui mettent en place des programmes d'efficacité énergétique vont vous dire oui, on a des succès, on a fait des gains, et je ne nie pas ces gains-là, mais globalement, en termes de société, est-ce qu'on véritablement utilise notre énergie plus sagement? En tout cas, pas de manière significative, et on a encore des grands défis à réaliser si on veut enrichir la société québécoise et l'enrichir, et en même temps atteindre nos objectifs environnementaux qui sont très très clairs. On doit réduire d'ici 2020, c'est dans 5 ans, de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'était pas dans la politique énergétique 2006-2015, le marché du carbone. C'est pas le ministère de l'énergie et des ressources naturelles qui s'occupe de la politique climatique, mais c'est extrêmement lié. Il faudrait probablement revoir même le gouvernement pour faire comme l'Angleterre fait. La Grande-Bretagne, il y a un ministère ou un département de l'énergie et des changements climatiques et qui voit les deux aspects simultanément parce que ça amènerait un peu plus de cohérence à l'interne plutôt que d'avoir deux ministres qui gèrent des dossiers extrêmement liés mais chacun avec leur dossier ministériel. Est-ce que je pressens qu'il y aura une refonte des ministères? Non, je pense qu'il n'y aura pas de refonte des ministères dans un avenir court. On devait aussi devenir des leaders du développement durable. Sur certains aspects, nous le sommes avec le marché du carbone. Il ne faut pas oublier que le marché du carbone, avec la Californie, là, c'est un marché qui est le plus ambitieux de tous les marchés du carbone qui ont été mis en place. Le secteur du transport est soumis au plafond d'émissions. Ça, c'est unique sur Terre, un marché du carbone qui a le secteur du transport à l'intérieur avec un plafond ferme et un prix plancher qui n'est pas insignifiant. On est à 12-13 $ la tonne. Donc, on a un ensemble d'éléments qui fait que oui, on est un des leaders, mais comme je l'ai déjà dit dans une de mes présentations, quand le plafond baisse, on a des bonnes chances de se cogner la tête, et je pense que le Québec va se cogner la tête en 2017-2018 sur ce plafond-là qui va baisser, le plafond des droits d'émission qui vont être vendus. Donc on est un leader sur certains aspects, mais on n'est pas prêt à assumer notre rôle de leader sur d'autres aspects. Et le dernier objectif de la politique 2006-2015, c'est déterminer un prix d'essai conforme à nos intérêts et à une bonne gestion de la ressource. Alors c'est mon préféré celui-là, parce qu'il ne veut rien dire. À nos intérêts, les intérêts de qui? Des consommateurs, des producteurs, des citoyens, des actionnaires d'Hydro-Québec, de l'actionnaire d'Hydro-Québec. Et à la bonne gestion de la ressource, si c'est la bonne gestion de la ressource, c'est certain que le tarif n'est pas fixé de manière à bien gérer la ressource. Donc je reviendrai là-dessus dans ma vision de la politique énergétique, mais je pense que c'est problématique. Donc il y avait 6 objectifs que globalement on va retrouver dans des mots un petit peu différents à l'automne 2015 dans la politique que le gouvernement va dévoiler. Évidemment je dis ça, j'espère que le gouvernement va arriver avec une vision un peu plus agressive et un peu plus ciblée pour réellement amener le Québec vers des gains majeurs en énergie et en économie et en environnement. Et c'est ce que je vais vous présenter dans ma vision, mais il y a énormément de contraintes et il n'y a pas forcément la capacité, la volonté, le leadership pour arriver à faire ces changements-là, pour avoir vraiment une politique énergétique visionnaire qui nous amène à évoluer vers une société plus prête à affronter les défis environnementaux et économiques. On parlait, puis je vais vous sortir des graphiques qui sont intéressants. Donc le premier, ça c'est encore dans ma rétrospective, 2006-2015,
Ça, c'est des figures tirées du document, donc ça vient du document. Et en 2006, on parlait de Rabaska, on voulait faire Rabaska. Ce n'est qu'en 2009 que Gaz Métro a abandonné le projet Rabaska, mais on pensait devoir importer du gaz naturel liquéfié. Là, vous avez les pays qui étaient envisagés, ou qui auraient pu être envisagés pour importer du gaz naturel liquéfié. On va encore beaucoup parler de gaz naturel liquéfié en 2015. Pourquoi? Parce que d'une part, ça devient une solution au problème de transport. Il y a des projets de liquéfaction, il y a même des projets d'exportation de gaz naturel liquéfié en sol québécois, des projets privés qui impliqueraient de l'importation de gaz naturel au Québec pour le réexporter, Énergie Saguenay. Et ce projet-là, qui pourrait voir le jour d'ici quelques années, mais qui pourrait être mis en œuvre assez rapidement. Et même quand on parle à hydrocarbures Anticosti, il y a du gaz naturel à Anticosti. Un des scénarios possibles, ça serait de liquéfier le gaz naturel d'Anticosti pour l'exporter. C'est un scénario possible. Donc, c'est certainement pas dans la même optique qu'on parle de gaz naturel liquéfié aujourd'hui, mais on en parlait il y a 10 ans. Et étonnamment, même s'il y a 10 ans, on pensait importer, on avait déjà très bien conscience qu'il y avait un potentiel d'hydrocarbures dans les basses terres du Saint-Laurent. Et ça, c'est une carte donc, qui se retrouve dans le document que je vous ai présenté, la couverture, la stratégie énergétique 2006-2015. On parlait très bien, on parlait des gisements significatifs de pétrole et de gaz naturel qui ont été découverts. Malgré le fait que ces gisements qui ont été identifiés, ces découvertes-là, personne n'avait anticipé la révolution des gaz de schiste, du pétrole de schiste qu'on vit actuellement, enfin qu'on vit depuis quelques années. Mais pourtant, c'était là, les connaissances étaient là sur la présence de ces hydrocarbures. Et on explorait encore, on n'explorait pas encore, on explorait déjà Anticosti. Et là, vous voyez la carte des permis d'exploration. Hydro-Québec avait l'essentiel des permis, donc ça a été une saga, je ne reviendrai pas là-dessus, sur la passation des permis d'exploration de Hydro-Québec à Petrolia. Mais on avait déjà dans le radar la Gaspésie, comme vous voyez sur la carte, Anticosti et Old Harry. Les choses n'ont pas beaucoup avancé depuis, dans ces 10 dernières années à ce niveau-là, même si on a beaucoup parlé de gaz de schiste et on parle beaucoup d'Anticosti. Il y a quand même une chose qui a évolué, c'est qu'en Gaspésie, on a produit des barils de pétrole récemment dans les forages. Enfin, Junex vient de réaliser un forage et de produire un peu de pétrole. Petrolia, vraisemblablement, va pouvoir aussi confirmer la production de pétrole à Gaspé. C'est des relativement petits gisements, et pour ces compagnies-là, c'est quand même majeur, mais il va vraisemblablement y avoir la production de pétrole sans fracturation hydraulique en Gaspésie en 2015 à titre encore exploratoire et probablement commercial en 2016-2017 au plus tard. Donc les choses avancent, mais très lentement. Et évidemment, dans ce grand cadre de la politique énergétique 2006-2015, on a eu des investissements éoliens, du développement hydroélectrique et d'autres initiatives, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une politique énergétique pour faire ces initiatives? Peut-être pour donner un cadre général, mais beaucoup des initiatives étaient malgré tout assez ponctuelles. Il n'y a pas eu de recadrage majeur du secteur de l'énergie ces 10 dernières années. La réforme de la restructuration d'Hydro-Québec en 3 entités distinctes, ça c'était antérieur, c'était en 1997. La création de la Régie d'énergie, c'était antérieur à ça aussi. Donc il y a ces 10 dernières années où il n'y a pas eu vraiment de changement. Je crois que ce serait temps, étant donné les changements climatiques, étant donné les nouveaux défis auxquels on fait face, il serait probablement temps d'avoir une vision un peu plus agressive. Je dis le mot agressif parce que je veux des changements. Il faut un peu ébranler l'inertie de notre société en termes de comportement et de comportement énergétique. Et c'est pour ça qu'il faut être un peu plus dynamique, je crois. Là, le rapport que j'ai mentionné là, de 300 pages sur la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec amenait beaucoup d'éléments. Donc ils ont fait un travail exhaustif, 466 mémoires, 47 séances publiques à travers le Québec. J'en ai participé à une. Il y avait vraiment des gens qui venaient. Là, à ma séance, c'était au complexe des Jardins. Il y a un inventeur qui est venu avec sa machine, qui l'a mise sur la table, qui l'a plugué, qui a fait disjoncter le système. Donc c'était vraiment assez folklorique. Il y avait des gens sérieux qui présentaient, mais il y avait aussi des gens sérieux. Mais il y a vraiment des inventeurs qui venaient avec leur machine, qui faisaient des démonstrations. Donc il y avait vraiment tout le monde qui venait. Et ils ont vraiment, je connais assez bien Normand Mousseau, qui est mon collègue à l'Université de Montréal.
et des Roger Lanoux que j'ai côtoyé à quelques reprises. Et c'est des gens qui vraiment se sont donnés à la tâche. Ils ont écouté avec énormément d'attention chaque personne qui est venue. Ils ont vraiment lu tous les rapports. Et ils ont fait de leur mieux, là. Ils se sont vraiment écrits les 312 pages avec énormément de sincérité. Ils sont arrivés à 57 recommandations, 200 principales. 57 recommandations principales, mais quand vous regardez tous les points, là, il y en a plus de 200. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans leur rapport, c'était qu'ils avaient 3 grands axes d'intervention. Aménagement du territoire. C'est inévitable de revoir notre manière d'aménager le territoire, notamment la fiscalité des municipalités. Si on veut mettre fin à l'étalement urbain, si on veut maîtriser l'énergie, c'était le titre de leur rapport, là, maîtriser notre avenir énergétique, il faut pouvoir faire en sorte que quand on achète une maison, on comprenne les implications fiscales et économiques de cet achat-là. Et le prix de la maison, la fiscalité municipale ne reflète pas les coûts sociaux. Il y a énormément d'externalités, de subventions indirectes, l'autoroute qui passe à côté, qui est payée par tout le monde, Hydro-Québec qui distribue l'électricité et qui fait payer à tout le monde le branchement de tous les gens qui vont de plus en plus loin dans le réseau. Donc il y a énormément d'éléments qui ne sont pas intégrés dans les prix que les consommateurs voient. Et ça donne donc des distorsions de prix qui favorisent l'étalement urbain. Et ça, c'est auprès d'économistes, vous devez être d'accord avec ça, qu'on devrait avoir les consommateurs, quand ils achètent leur maison, ils devraient avoir un meilleur signal de prix qui reflète mieux les coûts globaux de leur choix de logement, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. En bâtiment, évidemment, il faut revoir le code du bâtiment plus en profondeur, favoriser l'investissement en efficacité énergétique. Il y a énormément d'inertie là-dedans, c'est des corps de métier qui bougent très difficilement, là, tous ceux qui sont impliqués dans le bâtiment, c'est un casse-tête. Évidemment, aucun politicien veut aller là-dedans, là. Il ne faut pas se mettre à dos les municipalités, ils ne veulent pas se mettre à dos les syndicats des différents corps de métier. Donc évidemment, c'était faire un gros rapport comme ça, ils auraient dû prévoir que le gouvernement n'aurait juste qu'une envie, c'est prendre le rapport, le mettre sur une tablette et ne jamais aller donner suite aux recommandations. Et en transport, évidemment, c'était des recommandations qu'ils faisaient, plus de transport en commun, plus de transport actif, plus de covoiturage. C'était les grands axes qu'ils développaient. Et évidemment, je ne peux pas faire un résumé à des 57 recommandations principales, il y en avait trop. Mais au-delà de ces réformes qui étaient assez fondamentales et qui sont nécessaires à mon sens si on veut aller dans la bonne direction, ils avaient des recommandations qui étaient directement inadmissibles d'un point de vue politique, c'était de mettre fin aux travaux au chantier de la Romaine et puis se retirer du WCI, du marché du carbone. C'est évident qu'aucun politicien ne pouvait aller de l'avant avec ça. Et quant à moi, je pense qu'ils se trompaient dans ces deux dossiers-là. Mettre fin à la Romaine, ça aurait, à mon avis, été dommageable à plusieurs égards, et puis se retirer du WCI aussi, ça aurait été très dommageable pour la réputation du Québec et pour la cause des changements climatiques. Donc ils avaient 2 recommandations auxquelles ils croient encore fort, mais qui étaient à mon avis erronées et de toute façon politiquement intenables. Et c'était la cause de leur malheur. Je pense qu'ils sont un peu désolés que leur rapport soit tabletté avant même d'avoir été rendu public, parce que c'était il y a 1 an en fait, c'était en début février 2014 qu'il a été rendu public. Mais il a été tabletté très très vite et c'est tout un effort qui malheureusement a été un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc où en sommes-nous en 2015 ? Je vais faire un peu de publicité, je vous invite, si vous voulez vraiment savoir où nous en sommes en 2015, à lire L'état de l'énergie au Québec 2015, qui est une publication de la chaire de gestion du secteur d'énergie que ma collègue John Whitmore et moi avons réalisé avec l'aide des partenaires de la chaire de gestion du secteur d'énergie. Donc ça fait un bilan, vous pouvez le télécharger sur energie.hec.ca. C'est un bilan de où on en est avec une rétrospective. Notre effort là-dedans, c'était de synthétiser les données énergétiques québécoises, de donner un portrait global et organisé du secteur d'énergie, chose qui malheureusement n'existe pas à notre sens, on n'a pas vu ailleurs, on n'a pas ce portrait organisé. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire. Donc où on en est en 2015, on en est à parler de pipeline, on parle énormément de pipeline, du projet 9B Énergie Est, on parle d'approvisionnement en gaz naturel et de projet de liquéfaction.
Donc ça, c'est des projets qui, autant la liquéfaction, comme je le disais, là, c'est autant au niveau du transport. En transport des marchandises, ça peut avoir un impact majeur dans les 5 prochaines années. Donc c'est important, étant donné nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, c'est important d'aller là-dedans. Et des projets d'exportation de gaz naturel pour aussi voir le jour, ça pourrait positionner le Québec dans une très bonne posture. Il y a un plan d'action sur les hydrocarbures que le gouvernement a dévoilé en 2014, qui essentiellement consiste en une évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures. Donc en 2015, on va avoir les résultats de cette évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures. Je fais partie du comité directeur, je regarde les aspects économiques. Je suis assez proche du processus, même si je n'y travaille pas tous les jours. C'est un processus qui, à mon sens, est sérieux et intéressant, qui est critique et qui devrait, j'espère, aboutir dans des recommandations que j'espère que le gouvernement prendra pour pouvoir envisager sereinement une éventuelle production d'hydrocarbures au Québec, de gaz naturel et de pétrole. Mais donc ça, c'est là où on en est. Et ça, c'est indépendant de la politique énergétique, parce qu'évidemment, la politique énergétique va dire qu'on va envisager une production d'hydrocarbures dans le respect de l'environnement et de l'acceptabilité sociale. Donc ça, on le sait à l'avance, et comme on a déjà une évaluation environnementale stratégique qui est en cours, la politique énergétique ne va en bout de ligne que redire ce que je viens de vous dire. Donc il n'y aura pas de grandes nouvelles dans la politique énergétique en ce qui concerne les hydrocarbures. On a un marché du carbone dont le prix a passé de 11,39 en début d'année à 13,68 la tonne. Les prochaines enchères sont en février, le 18 février, si ma mémoire est bonne, mais peut-être pas exactement. Donc là, ça va être très intéressant de voir. C'est les premières enchères où tous les distributeurs de carburant sont tenus d'aller acheter des unités pour couvrir leurs émissions quand on va à la pompe. Donc, quant à moi, je suis très excité. Là, c'est très fun de suivre ça. Et je vous encourage à investir et à acheter des unités d'émission parce que, encore en 2015, elles devraient être abordables. Et comme les plafonds baissent, je pense qu'il y a des opportunités financières intéressantes en termes d'investisseurs, si jamais il y a des investisseurs ici. L'électricité, on va avoir bientôt une décision de la régie sur les tarifs d'Hydro-Québec, mais donc ce point-là, on n'aura pas le 1er avril, on n'aura vraisemblablement pas 4,3% d'augmentation des tarifs d'électricité annoncés, parce que Hydro-Québec demande, je pense, seulement 3,9%, alors vraiment que la régie donne encore plus que ce qui est demandé, ce qui serait étonnant. On devrait avoir quelque chose entre 2 et 3% d'augmentation liée à l'éolien. Donc, j'ai parlé à des journalistes la semaine dernière, puis je leur dis, ressortez vos articles de l'année passée, vous allez les remettre cette année sur l'augmentation d'hydro et des tarifs d'électricité. Donc, il y a comme un cercle, on tourne en rond un peu sur certains aspects du débat. Et on a développé la biométhanisation et le solaire. Ça va continuer en 2015, des projets de biométhanisation. Ce que dans notre rapport on fait, puis ça c'est un petit peu l'image de notre rapport que j'aime le plus, dont on est fier, qui montre les flux énergétiques québécois. Donc où on en est en 2015, on en est essentiellement on consomme beaucoup d'hydroélectricité, on en produit beaucoup. Donc en haut vous avez les bandes, la largeur de chaque bande représente la quantité d'énergie qui rentre dans le système énergétique. Donc on a les sources d'énergie sur la gauche, elles sont transformées en électricité, donc la force hydraulique est transformée en électricité dans les centrales, essentiellement d'Hydro-Québec, et c'est consommé après dans en gros 3 grandes boîtes, la boîte bâtiment, qui est les bâtiments commerciaux et résidentiels, dans l'industrie et dans le transport, donc les 3 grosses boîtes de consommation, et vous avez cette consommation-là, elle vient répondre à des besoins que nous avons. Nous avons des besoins de mobilité, nous avons des besoins d'atmosphère agréable, de température agréable, nous avons des besoins d'information. Malheureusement, pour satisfaire nos besoins, il y a des pertes énergétiques qui sont immenses. En fait, pour chaque unité d'énergie qui satisfait nos besoins, il y a une unité d'énergie qui se perd dans le système et qui ne répond pas à nos besoins. Aujourd'hui, étant donné les systèmes énergétiques qu'on a, pour chaque unité qui vient nous servir directement, il y a une unité qui se perd. C'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on veut gaspiller. On paye pour toutes ces unités-là, mais les systèmes sont faits de telle sorte qu'il y a des pertes de chaleur en cours de route.
En transport, les moteurs à combustion interne sont hautement inefficaces. Il y a 20% de l'énergie utilisée dans un moteur à combustion interne qui sert vraiment à faire avancer votre voiture. Donc l'aspect mobilité, il y a 80% d'énergie que vous achetez à la pompe qui va simplement être une perte de chaleur ou une perte d'énergie, mais qui ne va pas répondre directement à votre besoin de mobilité. Donc ce sont des systèmes qui pourraient être vus et qui pourraient être améliorés. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que hydroélectricité et pétrole, ce sont les deux grandes parts de notre approvisionnement énergétique. Le gaz naturel joue un rôle, évidemment, le troisième plus grand en proportion, et la biomasse, qui est souvent absente de ces portraits énergétiques. Et elle est là, elle est importante au Québec parce qu'on a beaucoup de biomasse forestière, on développe beaucoup la biométhanisation, on a des biocarburants aussi qui rentrent dans le système. Là, si vous avez les yeux perçants, vous pourrez voir que de la barre biocarburant, biomasse, il y a un petit spaghetti là qui va jusqu'en transport. On produit de l'éthanol et du biodiesel au Québec. Ça pourrait croître selon les choix que nous faisons. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est les approvisionnements en pétrole. Donc la majorité de notre électricité, elle est produite au Québec. On en importe beaucoup. En fait, le Québec est un importateur net d'électricité, et je reviendrai là-dessus. Et on est évidemment un importateur net de pétrole, puisqu'on ne produit pas encore de pétrole au Québec. Ce qui a changé radicalement ces 3 dernières années, ici vous avez c'est les sources d'approvisionnement. Pour les 11 premiers mois de 2014, 54% du pétrole importé au Québec venait des États-Unis. Et si on remonte un an plus tôt, c'était 8% ou 9%. Et si on remonte encore un an plus tôt, c'était 1%, la part des États-Unis. Et là, vous voyez, en 2012, c'est l'Algérie qui dominait nos sources d'approvisionnement. Et là, je vais revenir, je vais avancer dans le temps. En 2013, l'Algérie a commencé à diminuer. Et pour ne représenter en 2014 qu'une en fait, faible part, relativement faible part de nos approvisionnements. Donc le portrait global des importations de pétrole a complètement changé, et pour 2015 ça pourrait être encore une fois complètement changé, puisqu'on pourrait presque ne plus importer de pétrole au Québec, c'est-à-dire plus importer d'autres pays, mais l'importer uniquement de l'Ouest canadien, avec Enbridge, la ligne 9B, qui devrait rentrer en service bientôt. Eh bien, on pourrait avoir 300 000 barils de pétrole par jour qui arrivent de l'Ouest canadien, donc du pétrole canadien, et là, on pourrait avoir encore du pétrole américain qui arrive par train ou par bateau. Et évidemment, avec les prix du pétrole qui ont énormément descendu, mais on pourrait réavoir du pétrole algérien ou du pétrole kazakh qui arrive au Québec selon en fait la guerre des prix que se livrent les exportateurs. Mais c'est un portrait donc du pétrolier qui change énormément et qui va encore changer en 2015 et qui risque de changer en 2016-2017 si le Québec commence à produire du pétrole. Il se peut que on n'ait plus ce genre d'importation et qu'on ait une certaine autosuffisance. En termes d'électricité, je vous ai dit qu'on était un importateur net, mais là vous avez pour 2012 des importations-exportations d'électricité. Souvent on oublie qu'on importe 30 TWh d'électricité du Labrador. Je le mentionne un peu à la blague parce que souvent on parle d'indépendance énergétique. Il y a des gens qui au Québec aiment parler d'indépendance énergétique. Si vraiment on était ferme sur l'indépendance énergétique, on devrait vouloir mettre fin à ce contrat avec le Labrador parce que le Labrador n'est pas au Québec. Alors on devrait se dire non, on ne prend pas cette électricité-là au nom de notre indépendance énergétique. Évidemment, ceux qui parlent d'indépendance énergétique sous-entendent que le contrat du Labrador c'est québécois, c'est l'électricité québécoise. Mais est-ce qu'elle est plus québécoise que l'électricité qu'on importe de l'Ontario ou de New York à l'occasion? Ça je ne le sais pas, je ne vois pas en quoi elle est plus québécoise, si ce n'est qu'on a un contrat jusqu'en 2041. Donc en fait, mais de façon nette, le Québec importe, bon an mal an, 2 ou 3 TWh d'autres provinces de l'étranger. Donc, ma vision, où est-ce que nous devrions aller? Et je vais vous dire, qu'est-ce que je recommande moi? Alors voici ce que je recommande. Moi je recommanderais, j'essaierais de rester simple mais ambitieux et de dire il faut faire 2 choses grosso modo. En électricité, il faut mettre fin aux subventions, aux 2 subventions aux consommateurs. Et je vais revenir là-dessus. Je vais vous expliquer c'est quoi ces 2 subventions aux consommateurs. Il y en a une qui est indéniable, hein, à laquelle on devrait mettre fin, même si je crois qu'on n'y mettra pas fin, et une deuxième qui est plus sujet à discussion. Mais qui est aussi, à mon sens, indéniable. Et en transport, on
parle beaucoup, il y a beaucoup de gens qui parlaient d'un système bonus-malus. Moi, donner d'un bonus à quelqu'un qui achète une voiture, je pense que c'est inadmissible. Il faudrait un système malus moins malus. Le malus pour les grosses voitures et un moins gros malus pour les petites voitures. Donc vous pénalisez moins les gens qui font le choix d'avoir une petite voiture et vous pénalisez plus les gens qui... En fait, vous ne les pénalisez pas. Je vais revenir en arrière. Vous ne les pénalisez pas, vous faites simplement en sorte que le coût d'achat reflète mieux le coût global du véhicule à la société.